Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous nous écoutez. C'est dimanche 23 avril 2023. Bienvenue dans votre émission dominicale, le JDD, qui reçoit aujourd'hui Monsieur Mamadou Mbouch, coordonnateur de la nouvelle plateforme dénommée Mouvement des Forces Vives de la Nation F24, mise sur pied il y a tout juste une semaine, une organisation qui veut barrer la route à toute initiative qui voudrait faire valider une troisième candidature, entre autres revendications. Monsieur Mbouch est professeur de philosophie à la retraite, docteur en sciences de l'éducation, ancien syndicaliste et ancienne figure de proue du mouvement M23 qui s'était levé entre 2011 et 2012 pour empêcher la même aventure de mandat supplémentaire au profit de Maître Abdoulaye Wade. Merci donc, Monsieur Mamadou Mbouch, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Hassan, et permettez-moi de présenter mes salutations et mes vœux, mes ziars à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalaises, et mes souhaits pour un Sénégal stable, prospère et où il fait bon vivre. Très bien. Monsieur le Président de la République, après la prière, a renouvelé son appel au dialogue dans le respect de l'état de droit et des institutions de la République. Selon vous, sur quels axes pourrait se baser un tel dialogue? Merci. Il faut peut-être dire que cette coalition, les forces vives du Sénégal, F24, a été mise en place et s'est assignée une mission très précise. Et l'élément premier de cette mission, c'est justement de dire que nous voulons obtenir du président de la République qu'il renonce à présenter sa candidature pour un troisième mandat au Sénégal. Parce que nous estimons qu'il s'agirait d'une volonté de nous imposer un mandat illégal et illégitime. Donc, nous pensons que l'élément central du dialogue devrait tourner autour de ça. Monsieur Macky Sall devrait dire aux Sénégalais, et c'est ça notre appel, qu'il ne se présentera pas pour mettre un terme au climat délétère qui existe aujourd'hui. Il s'agit aussi pour le F24 de demander au président de la République et à son gouvernement de créer les conditions optimales et consensuelles d'une élection inclusive, apaisée et transparente. Cela veut dire, entre autres, que non seulement le processus électoral doit faire l'objet d'un consensus, par exemple l'ouverture des listes électorales doit être prolongée. Par exemple, Monsieur le Président ne doit pas sélectionner des présidents et créer des conditions juridico-politiques qui vont entraver l'éligibilité de certains candidats. Et donc, il s'agit de créer les conditions vraiment d'une élection inclusive et transparente. Il s'agit aussi de réclamer de la part de F24 et auprès du gouvernement et de M. Macky Sall la libération des prisonniers politiques. Il y a trop de détenus dans nos prisons, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes, de dames, de citoyens qui n'ont fait que exprimer des opinions ou simplement revendiquer les droits. Ces gens-là n'ont pas leur place dans la prison, il faut les libérer immédiatement et nous réitérons cette demande au président de la République. Voilà, dimanche dernier, donc, vous avez mis en place cette nouvelle entité. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses et les tractations de la formation donc, de cette organisation? Il faut dire qu'il y a eu d'abord au départ, en septembre, octobre déjà, une coalition dénommée Diamaguène Troisième Mandat, qui a été initiée par des organisations de la société civile, dans le but d'abord et surtout, principalement, essentiellement, de dire non au troisième mandat. Et cette coalition a d'abord adressé une lettre ouverte au président de la République, une autre lettre au président et un appel à tous les citoyens sénégalais le 31 janvier, date anniversaire du décès de Mamadou Diop. Et donc cette organisation a regroupé d'abord essentiellement des organisations de la société civile. Ensuite,
il s'est agi de procéder à son élargissement. Donc les syndicats, les centrales, les organisations d'imams, etc. Donc on a essayé d'attirer tout le monde. Et en février, on a dit qu'il faut encore aller plus loin, élargir, aller avec les partis politiques. C'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré justement un groupe qu'on appelle le groupe de contact, dans lequel il y avait la LD Debout, il y avait le FRAPP, il y a Yewi, Mimi 2024. Ils nous ont dit, nous sommes en train de faire la même démarche pour rassembler les forces vives. Et la question qui s'est posée de savoir, comment faire de sorte que ces deux entités ne soient pas deux entités rivales ou en tout cas qui sont ensemble dans le champ sociopolitique. Donc c'est là où il y a eu quelques difficultés peut-être, parce que le Diamaguène troisième mandat voulait simplement s'arrêter au troisième mandat, considérant que ce point-là pouvait être un point capable d'agréger toutes les forces. Alors que dans le groupe de contact, il y avait non seulement le troisième mandat, mais il y avait d'autres préoccupations. Et les organisations de la civile avaient un peu éprouvé des craintes à aller avec les partis politiques. Bon, mais étant donné que nous sommes au Sénégal et nous sommes tous mus par le même besoin de créer les conditions optimales, évidemment, d'un Sénégal apaisé, il s'est agi de compromis. Et dans ce cadre-là, on a dû prendre en charge les préoccupations des uns et des autres. Parce que non seulement il y a troisième mandat, mais certains voulaient y mettre le parrainage. D'autres disent qu'en fait, on a des candidats qui sont inéligibles en raison du code électoral. Donc il fallait voir comment mettre tout ça ensemble. Et cela a pris presque un mois, mais au bout du compte, on est parvenu à trouver un consensus autour de la mission assignée à cette entité. Voilà, vous avez réussi un compromis. Donc il a été annoncé la présence de 112 entités, si je ne m'abuse. Est-ce que depuis lors, ça fait maintenant une semaine, le nombre a augmenté ou y a-t-il eu des défections? Mais à ma connaissance, il n'y a pas de défection. Les parties prenantes, en tout cas ce que les organisations que nous on a identifiées, sont toutes dedans. Maintenant, entre-temps, on est passé à 130 au moins, parce que chaque jour, il y a de nouvelles adhésions. Il y a de nouvelles adhésions qui font que le groupe va rassembler bientôt une masse importante d'organisations et de personnalités indépendantes, parce qu'il y a une diversité très grande, parce qu'il y a non seulement des syndicats, mais il y a des organisations de religieux, il y a des organisations de pêcheurs, etc., donc de locataires, donc des partis politiques. Il y a donc vraiment une foultitude d'organisations très différentes. C'est ça. Et vous en êtes à combien aujourd'hui? 130 au moins. Ce n'est pas une usine à gaz. Comment est-ce que vous allez manager tout ça? Est-ce qu'il y a des critères de discipline que vous avez mis en place? Oui, il y a d'abord une mission qui est assignée, et puis un règlement intérieur qui détermine un peu les conditions de fonctionnement des instances. Parce qu'il y a une assemblée générale qui est la plénière et qui doit prendre des décisions majeures. Et il y a un comité exécutif. Dans ce comité exécutif, il y a les coordinateurs, il y a des commissions, et évidemment, tout cela, en fonction des objectifs que nous visons, il y a des règles de prise de décision. Par exemple, c'est le consensus qui va être privilégié. Et c'est d'abord une coalition d'action, une unité d'action. Et donc, le plus important, c'est comment nous organiser pour faire telle chose, faire telle autre chose. Et là, il n'y a pas besoin de beaucoup de points, évidemment, en termes de discipline. C'est ça. Et quand on rembobine un peu le film de l'histoire, on se rappelle que le M23, en 2012, n'avait pas réussi à faire bouger Maître Wade, qui s'était finalement présenté à l'élection. Était-ce un échec ou une sorte de bataille de perdu? Il faut rappeler d'abord que le M23 est né à la suite d'un projet de loi. Lequel projet de loi projetait de faire élire un président et un vice-président sur la base d'un quart
électif. Les gens disent quart bloquant, je préfère dire quart électif, parce qu'il s'agit de dire le vice-président et le président seront élus si seulement ils ont plus de 25% des voix. Et donc, non seulement on a subodoré une volonté de dévolution monarchique, mais également, il était impensable qu'un président puisse être élu seulement avec plus de 25% des voix. Et donc, ce projet de loi qui a été déterminé en Conseil des ministres le jeudi 16 devait être voté le 23 juin. Donc, en une semaine, il fallait s'organiser pour s'opposer à cette loi. Ce que nous avons réussi de fort belle manière, et je crois que le recul que nous avons constaté de la part du président Wade est un signe de respiration démocratique, une victoire éclatante pour le M23 et qui s'était assigné déjà juste avant le 23, le 22 ou le 21, dans la réunion qui a créé le mouvement des forces de la nation, on avait également d'autres objectifs, parmi lesquels justement le troisième mandat. Et le combat a été mené donc de juin 2011 à février 2012. Donc pendant 8 mois, le M23 a combattu la troisième candidature de Maître Wade. Il s'est trouvé que le Conseil constitutionnel a validé, il s'est trouvé que M. Abdoulaye Wade s'est présenté, il a été battu, et nous pensons que cette défaite de M. Wade est aussi le résultat du combat de M23. Donc, à défaut de dire qu'il y a eu victoire, on peut dire au moins qu'il y a une demi-victoire ou un demi-échec. Ça dépend du point de vue auquel on va se placer. Oui, c'est ça. Donc, on a l'impression qu'on fait 10 ans de pas en arrière, parce que c'est le même combat qui pourrait être mené à nouveau. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une sorte d'éternel recommencement de l'histoire? Vous n'avez pas de lassitude là? Mais on ne peut pas avoir de lassitude en tant que citoyen devant le péril. Nous ne pouvons pas avoir de lassitude lorsque nous sommes confrontés à de pareilles situations. Cette situation, et il faut le dire, relève d'un recul démocratique très grave. Parce qu'il y a 12 ans, en 2011, on s'était levé, et 12 ans après, pour les mêmes raisons, on doit encore se mobiliser. Donc cette candidature-là, elle est indécente démocratiquement, elle est historiquement honteuse, parce qu'elle marque et consacre non pas un procès non cumulatif, mais une régression certaine de la démocratie. Et donc, c'est pourquoi nous pensons qu'il est important qu'aujourd'hui, que tous les Sénégalais se mobilisent pour que jamais plus cette affaire de troisième mandat ne puisse plus nous mobiliser. C'est ça. Monsieur le Président de la République n'a encore rien dit. Est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher de lui faire un procès d'intention? Écoute, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous savons que les intentions de M. Macky Sall sont très claires. Il n'a rien dit, si il a dit. Son discours est clair, parce que quand, à la question de savoir est-ce que vous allez vous présenter, on répond ni oui ni non, évidemment, il n'y a qu'une réponse, c'est non. Lorsqu'il dit ensuite, récemment, que la question est juridiquement réglée, il a parlé, c'est très clair. La question juridiquement est réglée, mais dans le sens où il ne peut pas se présenter. Parce que, faut-il rappeler, M. Macky Sall, dépositaire du suffrage universel, président de la République, évidemment, est autorisé à se prévaloir comme constituant. Ce qu'il a fait en révisant la Constitution et en désignant quelqu'un ou quelques-uns pour rédiger la Constitution. Donc l'esprit et la lettre de la Constitution, nul mieux que M. Macky Sall n'est à même de dire ce qu'il y a dedans. Donc l'interprétation de la loi, M. Macky Sall est le premier magistrat, mieux que les magistrats du Conseil constitutionnel, qui est habilité à dire ce qu'il y a dedans. Il a dit, il a écrit. C'est très clair, c'est très précis. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc, de ce point de vue, juridiquement, il n'y a pas possibilité d'interprétation équivoque. Le texte est très clair. Donc, si M. Macky Sall dit ni oui ni non, il est en train de dire le contraire de ce qu'il doit dire. Et lorsqu'on voit maintenant, en plus de cela,
ses partisans dire que si le pays doit brûler pour un troisième mandat, il va brûler, que M. Macky Sall, on va l'obliger, on va le forcer. Une dame a même dit on va prendre le bâton pour l'obliger. Si ses partisans organisent régulièrement des séances d'investiture, évidemment, les Wolofs disent wax ju àgg dafa ko moom. C'est ça. Autrement dit, pour quelqu'un qui est doué d'intelligence, il suffit de quelques indices pour comprendre ce que c'est ça. Donc ces partisans, certains de ces partisans que vous évoquez, vous taxent, vous reprochent de vouloir mettre en place dans ce pays un projet insurrectionnel. Et ce n'est pas ce qu'on a entendu de vous. Vous avez comme slogan, semble-t-il, 0 mort, 0 blessé, 0 dégâts. Est-ce que vous aussi, on vous fait un procès en sorcellerie? Les actes que nous posons, le discours que nous tenons, vont dans un seul et même sens. Nous voulons un état de droit. Nous voulons la paix. Nous voulons la stabilité. Nous voulons la préservation de l'harmonie ethnico-religieuse dans ce pays. Et fondé sur quoi? Donc, l'objectif, c'est la paix. Le point de départ, c'est la vérité. Donc, ce que nous voulons, c'est très clair. Nous ne voulons pas de confrontation. Si confrontation il y a, c'est qu'on nous l'a imposé. Mais ce que nous voulons, c'est créer une force dissuasive en persuadant les Sénégalais que la vérité, la seule vérité qui vaille concernant le troisième mandat, c'est que M. Macky Sall ne peut pas gouverner le Sénégal trois fois de suite. Ce n'est pas possible. Et puisqu'il ne peut pas, il ne doit pas se présenter. Parce qu'en se présentant, il crée les conditions du chaos. Parce que lui-même, M. Macky Sall, était dans le M23, parmi les figures de proue qui s'opposaient à la troisième candidature de M. Abdoulaye Wade. Alors que les contextes sont légèrement différents. Parce que c'est vrai que M. Abdoulaye Wade n'avait pas droit. Il a dit lui-même, il a dit mais M. Abdoulaye Wade a au moins les circonstances étudiantes d'avoir prêté serment sur une constitution qui ne l'obligeait pas à faire de mandat. Alors que c'est tout à fait le contraire. M. Macky Sall a prêté serment sur la base d'une constitution où il est dit le mandat est renouvelable une seule fois. Et pour corser et pour verrouiller davantage, il a fait écrire « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ». Donc, les circonstances atténuantes qui prévalaient avec M. Abdoulaye Wade n'existent plus avec M. Macky Sall. Donc, juridiquement, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et de ce point de vue, nous voulons simplement que cette vérité prévale. Nous voulons simplement persuader les Sénégalais que pour qu'il y ait une paix durable, il faut partir de la vérité. Parce que les Wolofs disent « Deug alalu yalla ». Parce que les Wolofs disent que pour degré ci pench ay nafiq fa dajé. Ce qui veut dire que lorsque dans une situation sociale, on ne parvient pas à identifier la vérité, à distinguer le vrai du faux, c'est parce qu'il y a une pléthore d'hypocrites. Et puisque nous ne sommes pas des hypocrites, puisque nous voulons la paix, et seulement la paix, nous voulons que les Sénégalais nous entendent, nous rejoignent dans cette mobilisation qui vise à créer une force dissuasive. Nous ne voulons pas d'insurrection, nous ne voulons pas de morts, nous ne voulons pas de blessés, parce que nous savons, et nous avons vu déjà en 2012, nous avons vu en Côte d'Ivoire, nous avons en Guinée, qu'il ne sert à rien de tuer des gens autour de sa question du pouvoir. Très bien. Et ce que nous voulons, c'est simplement la paix. C'est ça. Donc vous allez commencer vos mobilisations et manifestations le vendredi 12 mai 2023. Donc vous ne voulez pas de désordre dans le pays, vous n'allez pas dire avec ou sans autorisation comme le feraient les politiciens. Écoute, ce que nous pouvons dire maintenant, c'est que nous avons le droit de manifester. Nous avons le droit de faire des rassemblements conformément aux dispositions constitutionnelles. Nous demandons à l'autorité, au président de la République, aux autorités préfectorales de nous autoriser à faire nos marches, à faire nos rassemblements. C'est un droit constitutionnel, il faut nous le reconnaître. Et c'est la base de la paix. Ce que la loi les autorise à faire, c'est
d'examiner les conditions, nous dire voilà les conditions pour qu'on puisse vous encadrer. Et ça, ils ont le devoir de le faire. Et nous, on a le droit de réclamer qu'on nous donne cela. Et évidemment, nous estimons et nous espérons aussi qu'il en sera ainsi, parce que justement, c'est ça la condition d'une paix durable dans ce pays. C'est ça. Et vous allez l'internationaliser, le combat? Oui, le combat, non seulement il faut qu'on crée des cellules dans tous les départements, parce que comme j'ai dit, nous voulons créer une force dissuasive. C'est cette force dissuasive qui permettra d'éviter justement ces combats, qui permettra d'éviter cette confrontation. Donc, pour qu'il en soit ainsi, il faut que dans tous les départements, dans toutes les villes, qu'il y ait une mobilisation générale des Sénégalais. Mais également dans la diaspora. Déjà, on a des cellules en France, partout, qui revendiquent régulièrement contre cette troisième candidature. Donc, on va également saisir les présidents, les organismes internationaux pour leur dire que la paix doit prévaloir. Et pour qu'elle puisse prévaloir, il faut créer les conditions d'une élection inclusive et transparente. D'accord. Je rappelle que nous recevons dans ce JDD M. Mamadou Mbodj, le nouveau coordonnateur de la nouvelle plateforme qui a été mise en place pour lutter et dissuader toute tentative de troisième candidature. Monsieur Mbodj, une telle organisation aurait besoin de financement pour mener des activités. Dans ce cas, comment est-ce que vous comptez acquérir et trouver de telles ressources financières? Mais il n'y a pas de secret. Nous sommes des organisations, nous sommes plus de 130 déjà, au moins 130. Et il suffit que chaque membre, chaque organisation apporte sa contribution. Déjà, pour faire la première séance, on a demandé, par exemple, chaque organisation vient avec 25 000 au moins. Et chaque personnalité indépendante vient avec 10 000. Donc, vous voyez ce que ça fait. S'il y en a 100, donc il y en a qui vont donner non pas 25 000, mais 50 000, d'autres 100 000, d'autres. Donc, c'est une possibilité pour que chacun apporte ce qu'il peut. Et je crois qu'à ce niveau-là, il en était ainsi du M23. Au niveau du M23, on a fait de grandes manifestations. Et parfois, il y avait des gens qui cotisaient 4 millions, 3 millions, 2 millions. Et donc, ça permettait d'amasser les moyens financiers nécessaires pour justement mener des activités identifiées. C'est ça. Et tout le monde a donné. Il n'y a pas d'épingles dans vos rangs. Tout le monde... Mais écoute, pour le moment, on ne peut pas dire que tout le monde a donné, mais l'esprit, c'est que chacun donne. Parce que les moyens ne sont pas égaux. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de moyens, il y en a qui ont beaucoup moins, mais on ne sent pas cela. Ceux qui n'ont pas les moyens, on ne peut pas être dans une structure censitaire. Donc, on dit à chacun d'amener. Bon, ceux qui peuvent vont amener plus, les autres moins. Certains ne pourront pas. Évidemment, on n'en tient pas compte. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. C'est ça. Et l'argent sera bien géré. Il n'y aura pas de micmac. Ah oui, oui. Non, quand on veut créer les conditions de rupture, il faut quand même commencer par soi-même. Donc, il y aura une transparence totale dans la gestion des finances. Très bien. Donc, on a remarqué qu'un grand parti, le PDS, n'a pas signé votre charte. Est-ce que vous comprenez sa posture? Mais ce que je peux dire, c'est simplement que d'abord, en tant qu'entité dénommée Diamaguène troisième mandat, nous avions pris l'initiative de prendre contact avec le PDS. Donc on a envoyé des messages, on a fait des appels téléphoniques, on a même envoyé une correspondance à ce parti. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de réponse. Mais on ne désespère pas. Parce que nous pensons que le PDS, c'est non seulement un grand parti, mais c'est un parti qui a joué un rôle important dans l'évolution démocratique de ce pays. Et que cette question du troisième mandat est une question importante du point de vue démocratique. Et que dans les jours ou les semaines à venir, le PDS nous rejoindra dans ce noble combat. C'est ça. Quand vous écrivez une lettre à quelqu'un ou à une entité et que cette entité ne vous répond pas, ça s'appelle du mépris. Est-ce que le PDS a été méprisant à votre égard? Non, 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 nous ne prenons pas ça comme du mépris.
nous pensons simplement qu'ils ont des préoccupations et que le moment venu, ils vont nous intégrer. On a rencontré beaucoup d'autres, qui nous ont reçus dans le siège et qui nous ont dit, pour le moment, on ne peut pas venir. D'autres nous reçoivent, nous disent, attendez, on va voir nos instances. Donc, nous mettons ça dans ce cadre-là, qu'ils ont d'autres préoccupations et que certainement, il faut nous rejoindre. C'est ça. Il y a Mme Aminata Touré qui serait un obstacle pour le PDS qui a signé. Est-ce que vous la croyez de bonne foi? Absolument. On n'a pas de doute sur la bonne foi de Mme Aminata Touré, comme sur la bonne foi de tous ceux qui sont ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de divergences entre ces politiciens qui sont en compétition. Beaucoup de divergences. Malgré tout, on est parvenu à être ensemble. C'est parce que chacun d'eux a laissé tomber quelque chose. Parce que chacun d'eux a pensé que la cause défendue s'élevait au-dessus de leurs intérêts et au-dessus de leurs préoccupations, au-dessus même de leurs opinions. Parce que c'est des opinions totalement divergentes. Et en raison du fait justement que cette cause elle est importante, chacun laisse tomber ces divergences, ces considérations crypto-personnelles qui peuvent entraver l'unité. Et je pense que il faut, dans ce cas-là, additionner. C'est ça qu'on a expliqué. On n'est pas dans la soustraction, on est dans l'addition. Et pour qu'on aille un nombre toujours plus important, il faut que chacun laisse quelque chose pour venir au nom de l'intérêt général. C'est ça. Et vous ne pourriez pas faire les bons offices entre ce parti et Mme Touré. Ce n'est pas dans vos objectifs, ça? Non, on ne rechignera pas à le faire. On ne recule pas devant cette unité nécessaire. Si c'est possible de le faire, on va le faire. Parce que c'est ça notre rôle, c'est de rassembler. Comme j'ai dit, on est dans l'addition. Et plus on sera nombreux, plus cela vaudra pour la victoire. Parce que nous sommes dans une logique de victoire, comme j'ai dit, mais pas dans une logique de confrontation. Voilà, on continue à personnaliser un peu notre JDD en parlant de Idrissa Seck qui a quelques bisbilles avec ses alliés de Benno Bokk Yakaar. Si jamais la situation venait à évoluer, est-ce que vous lui tendriez la main pour qu'il vous rejoigne dans votre organisation, comme il l'a fait d'ailleurs en 2011-2012? Je crois pouvoir dire et répéter que c'est une coalition ouverte, structurée autour de certaines questions, d'une certaine mission. Et donc, il s'agit de citoyenneté. Nous sommes d'abord des citoyens sénégalais et nous voulons défendre l'état de droit. Nous voulons défendre la Constitution. Nous voulons défendre l'exception sénégalaise. Donc, à partir du moment où c'est cela qui structure notre organisation, nous ne pouvons pas refuser l'entrée de quelqu'un dans cette nouvelle organisation. Il est vrai qu'il peut y avoir des bisbilles entre leaders politiques, mais je crois que jusqu'à présent, on est parvenu à dépasser ces aspérités. Et je crois pouvoir également espérer qu'il en sera de même avec tous les autres acteurs, y compris M. Idrissa Seck. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on a une mission, on a un règlement, il suffit de signer, et donc on pense qu'on va aller ensemble, parce que c'est une unité d'action. Il y a beaucoup de candidats à la présidentielle qui sont en compétition, mais qui vont être ensemble dans cette coalition. C'est ça, c'est vous le chef. C'est pas un autre, c'est pas Sonko, c'est pas Khalifa Sall, ça c'est clair. Mais il n'y a pas de chef, il ne s'agit pas de dire c'est un chef, tu es un primum inter pares. C'est-à-dire que dans chaque organisation, il faut qu'on mette quelqu'un devant. C'est le plus ancien, c'est bon, pour des critères peut-être différents, on choisit quelqu'un, mais on le met devant, mais il est le chef de personne, parce que ces gens, ils sont libres. Chacun est libre de claquer la porte, de sortir. Chacun est libre de ne pas venir. Donc ici, on est ensemble et on est dans la co-construction. La co-construction, ça veut dire que sur chaque chose, sur chaque question, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on discute, qu'on dise voilà comment on va le faire, quand est-ce qu'on va le faire et qui va le faire. Et ensemble, évidemment, on va déterminer tout cela et on va atteindre nos objectifs. C'est ça. Donc, Monsieur le Président de la République, vous étiez avec lui en 2011-2012 pour mener la bataille. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez la même personne? Sûrement pas, parce qu'entre-temps, il est devenu président de la République. Au fond, qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on attend de lui? D'abord, c'est que Monsieur le Président de la République a été élu démocratiquement en 2011-2012 par les Sénégalais
pour apporter des ruptures à tous les niveaux. Et parmi ces ruptures, il y a que cette question du troisième mandat devait être derrière nous. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'attente. Nous voulons qu'il délivre les Sénégalais. On a une situation délétère. Aujourd'hui, les analystes considèrent que toutes ces questions de justice, etc., sont liées au troisième mandat. Ces manifestations, ces arrestations, tout est lié au troisième mandat. Donc, on veut qu'il délivre les Sénégalais, qu'il dise « je ne me présente pas ». C'est ça qu'on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il libère les prisonniers politiques. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il crée les conditions d'un départ apaisé. Parce qu'il est jeune, on l'a dit, les gens le répètent, il a un avenir ailleurs. Et le Sénégal lui a tellement donné qu'il doit penser à créer les conditions d'une stabilité. Et éviter tout ce qui peut engendrer l'instabilité. Donc, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il respecte la parole donnée. La parole donnée, elle est sacrée. La parole donnée, c'est elle qui structure et cimente de vivre ensemble. Il en est ainsi depuis toujours. Depuis, en tout cas, très longtemps, dans toutes les sociétés, la parole donnée était sacrée parce qu'elle est source d'autorité. Elle fait autorité. Elle crée la confiance entre les gens. Quand vous respectez votre parole, les gens ont confiance en vous et les serments, les contrats sont signés et tout le monde est tranquille. Et donc, quand la parole est respectée, quand les engagements sont respectés, c'est une société qui se consolide. Malheureusement, il se trouve que dans les sociétés modernes, il y a une oligarchie, une plutocratie à l'échelle mondiale qui tend à faire taire les valeurs, à enterrer les valeurs. Et ces valeurs-là sont importantes. Et si on les enterre, évidemment, on a une société en déliquescence. Et c'est ça qui apparaît en Occident. Et il ne faut pas que nos dirigeants puissent mimer les Occidentaux au point d'aller dans le sens d'inverser toutes les valeurs. Et ce mimétisme-là, il faut l'éviter parce que si nous voulons une Afrique debout, une Afrique qui fasse mieux que l'Occident, il faut d'abord rompre avec ce mimétisme-là. Il faut décoloniser les consciences. Il faut décoloniser les comportements et avoir tracé un chemin nouveau, une trajectoire nouvelle dans le grand arc des possibles. Et ça, évidemment, nous attendons cela du président, le respect de la parole donnée pour que les valeurs puissent structurer une société qui préfère le progrès à l'agression. C'est ça. Quand on entend ses amis et ses partisans, on écoute aussi, on entend aussi en arrière-fond de leurs pensées qu'il n'y a pas encore d'alternative crédible à M. le Président. Peut-être parce qu'ils disent qu'il est le président des ponts, des viaducs, des champs pétroliers et photovoltaïques. Est-ce que vous comprenez, est-ce que les opposants qu'on voit actuellement sont rassurants de par leur discours, de par leur diagnostic du Sénégal? Mais je ne pense pas qu'on puisse poser le problème en termes de rassurant ou non. D'abord, il faut que les amis de M. Macky Sall comprennent que Macky Sall n'est pas né pour être président. Il a bénéficié d'une ascension sociale exemplaire. Et à partir du moment où il est président de la République, il est appelé à quitter le pouvoir. Il est appelé à quitter le pouvoir selon les dispositions constitutionnelles. Donc, l'alternative, ce n'est pas à Mademba ou Massamba de trouver l'alternative. Dans le camp de l'APR, dans le camp de Benno ou dans le camp de l'opposition. C'est le peuple souverain seul qui décidera. Donc, il s'agit de dispositions constitutionnelles. Parce que ce qu'il y a, la différence entre nos pays et les pays occidentaux, ce n'est pas les hommes, fondamentalement. Les hommes, partout, évidemment, ont tendance, quand ils arrivent au pouvoir, à devenir fous, à se sentir affranchis, comme disait l'autre, des droits et des lois. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de là, ils se prennent pour Dieu ou pour la projection orthogonale de Dieu sur terre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas d'institution forte pour arrêter le pouvoir. En Europe, en Occident, il y a des institutions fortes pour arrêter le pouvoir. Montesquieu disait, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Ici, les institutions ne sont pas suffisamment fortes.
mais c'est une sorte d'inclination naturelle de l'homme à vouloir s'attacher au pouvoir, à pouvoir disposer de pouvoir absolu. Donc, malheureusement, ici, le pouvoir les a grisés, le pouvoir les a mis dans un vertige et ils pensent pouvoir s'accrocher au pouvoir là, et ce n'est pas cela qu'on attend d'eux, ce n'est pas cela qui va faire progresser le Sénégal. C'est ça. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous reconnaissez au président de la République comme actif dans son bilan? Mais écoute, un président ne peut pas ne pas avoir d'actifs. On lui a confié combien de millions, de milliards, de milliers de milliards de francs CFA. Un président, c'est d'abord un serviteur. Malheureusement, ici, on a tendance à penser que bourg, que des ngourou, que borom dekbi. En fait, nous avons à déconstruire un discours. Le président de la République, c'est un serviteur de la nation. D'ailleurs, lorsque les candidats font la campagne, ils se présentent comme des serviteurs. Ils se présentent comme des gens qui vont servir. Mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, grisés par justement les lambris, ils deviennent totalement aliénés, ils deviennent autre chose. Et donc, de ce point de vue, un président de la République, il dispose de moyens énormes pour construire des ponts, pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles. De ce point de vue, s'il le fait, évidemment, on doit lui dire Djarama. Mais c'est tout. Parce que c'est ça son rôle, c'est ça son devoir. Donc, le président de la République, Macky Sall, a fait beaucoup d'autoponts, des routes, le terre, etc. Tout ça, c'est bien. Encore qu'il faille voir est-ce que ça a été fait dans les meilleures conditions. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il a fait des choses. Ça, c'est visible. Maintenant, il y a également le non visible, l'immatériel. Donc, du point de vue de ce qui est matériel et visible, évidemment, ça, il n'y a pas de doute, il a fait des choses, c'est incontestable. Mais du point de vue immatériel, il y a également beaucoup de manquements et peut-être c'est sur ça qu'il sera jugé davantage. C'est ça, je rappelle toujours que nous recevons M. Mamadou Mbok, le nouveau coordonnateur de F24, la plateforme qui a été mise en place contre tout ce qui serait troisième candidature. Je rappelle également que vous êtes professeur de philosophie à la retraite. Alors, on va parler du pouvoir. Le pouvoir, quelle définition les philosophes lui donnent ou en font? Parce que la question, c'est qu'est-ce qui fait que un chef d'État s'accroche au pouvoir? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourquoi les gens refusent finalement de quitter le pouvoir? Parce qu'on a retenu cette phrase de Léopold de Senghor, Sédar Senghor, qui disait qu'il faut avoir le courage de quitter le pouvoir. Mais il faut d'abord rappeler que depuis l'Antiquité, beaucoup de philosophes ont montré que le pouvoir rend fou. Ça, pourquoi et en quoi rend-il fou? Évidemment, il faut également ajouter que nous, Sénégalais, lorsqu'on parle du pouvoir, on parle de ngour. Le ngour, c'est la jouissance. Le pouvoir, en un mot, c'est un statut d'autorité qui permet évidemment à quelqu'un de prendre des décisions, de diriger, de commander. Et dès lors qu'on a cette statut dans une société, on est comme élevé au-dessus des autres. Le président de la République au Sénégal, il a le pouvoir de nommer aux fonctions politiques, militaires. Vous nommez ce colonel-là, vous décidez qu'il peut avoir le grade de général. Il va évidemment faire le garde-à-vous devant vous. Cet homme-là, vous pouvez décider que vous lui donnez un marché, il sera milliardaire. Vous le privez de marché, il cesse d'être milliardaire. Donc, vous êtes là, vous prenez des décisions, les magistrats, vous n'êtes pas mieux nés qu'eux, vous n'êtes pas plus fortuné qu'eux, vous n'êtes pas plus éloquent qu'eux, vous n'êtes pas plus diplômé qu'eux. Et pourtant, vous avez, en raison du suffrage universel, vous occupez une station qui vous permet de commander. Et évidemment, Jacques Attali a montré et dit de façon pertinente que l'exercice du pouvoir grossit les caractères des hommes, autant que la loupe grossit les caractères de l'imprimerie. Que le pouvoir politique et l'exercice du pouvoir politique est une drogue qui rend fou quiconque y touche.
qui détruit quiconque s'y installe et qui corrompt quiconque s'y complaît. D'accord. Donc ce pouvoir politique-là, il est doté de super attributs qui font justement que lorsqu'on s'y installe, on a l'impression d'être affranchi de tout ce qui est humain, de la morale, de la loi. Et certains, d'ailleurs en Europe, on a dit, Bossuet disait que le roi est du Seigneur, que le roi est la projection orthogonale de Dieu sur terre. Il est comme un Dieu sur terre. Et ces pouvoirs énormes, inouïs, qui vous sont conférés par la loi, par votre statut, si vous n'y prenez garde, évidemment, ce pouvoir vous corrompt, ce pouvoir vous détruit, ce pouvoir vous fait perdre la raison et vous devenez un aliéné. C'est ça. Donc la gestion du pouvoir a une dimension inhumaine. Depuis 1960 à maintenant, on a eu un chef d'État agrégé en grammaire, un poète. Le suivant, je pense, était un administrateur civil. L'autre, un avocat. Aujourd'hui, un ingénieur. On n'a jamais eu de philosophe. Vous êtes un professeur de philosophie, alors que les premiers philosophes, en fait, nous demandaient au peuple, en tout cas, d'essayer les philosophes comme rois. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a toujours pas de philosophe à la tête d'un pays comme le Sénégal? Mais c'est compliqué à dire parce que, bon, c'est vrai que... C'est des rêveurs, les philosophes aussi. C'est Platon qui disait que les philosophes doivent être rois ou que les rois deviennent philosophes. Mais l'idée, c'était que le philosophe, c'est quelqu'un qui n'est pas obnubilé par les plaisirs du ventre, par les biens matériels, par le pouvoir. Comme je disais tout à l'heure, si le pouvoir corrompt, le philosophe est au-dessus de tout ce qui est vice, de tout ce qui est désir, de tout ce qui est plaisir, de tout ce qui est pouvoir. Donc seul le philosophe est capable de gérer correctement le pouvoir d'après Platon. Et évidemment, ce philosophe désintéressé, ce philosophe qui n'est pas là pour s'enrichir, ce philosophe qui n'est pas là pour protéger ses amis, cet homme-là, c'est le sage qui peut diriger vraiment. Évidemment, est-ce qu'on a de tels hommes? Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? On n'a pas encore de philosophe, mais si tant est que le philosophe décrit par Platon existe, on ferait mieux d'avoir cet homme-là à la tête de nos États, parce que ce qui nous manque, c'est justement ce qui manque à nos dirigeants jusqu'à présent, c'est ce désintéressement, c'est ce sens élevé de l'État, c'est ce sens élevé de l'intérêt général. Et si nous parvenons à trouver un homme totalement désintéressé, qui n'est mu que par la volonté de promouvoir l'État de droit, qui n'est mu que par le désir de promouvoir l'intérêt des Sénégalais, je crois qu'en ce moment-là, on aura un bon président parce que nous avons suffisamment de ressources. Nous avons une jeunesse extraordinaire. Nous avons des moyens qui doivent nous permettre aujourd'hui de nous hisser parmi les nations les plus prospères du monde avec un peuple heureux. C'est ça. Monsieur Mbougne, moi j'ai une petite réponse sur le fait qu'on ne vous essaie pas comme philosophe. Parce que les philosophes, d'habitude, c'est des rêveurs, ils n'ont pas le sens du concret. Alors que nous avons besoin de concret, quoi. Ils sont aériens. Oui, mais ça c'est une vue de l'esprit. C'est justement le contraire que dit Platon. Parce que le philosophe, ce n'est pas celui-là qui rêve seulement. C'est un rêveur. Parce que c'est le rêve, c'est l'utopie qui nous permet d'aller vers le l'avant, aller de l'avant. Donc le philosophe, c'est celui qui se détache. Ce n'est pas qu'il est aérien, mais il prend ses distances. Et ces distances-là, c'est ça qui lui permet de voir les choses autrement que les autres, de poser les problèmes autrement que les autres. Évidemment, est-ce qu'on a ce philosophe-là aujourd'hui dans le monde? Est-ce que moi je ne suis pas philosophe, je suis professeur de philosophie. Est-ce qu'il y a un philosophe dans ce pays-là qui puisse incarner ce type décrit par Platon et par les autres? Je ne le vois pas. Mais s'il existait, évidemment, il serait le meilleur homme politique. Un homme d'État véritable doit être désintéressé, totalement au service de son peuple et totalement en deçà de ce qui est matériel, de ce qui est vice, de ce qui est
relève du ventre et du plaisir. C'est ça. Donc, avant de terminer, il nous reste moins de 5 minutes. Donc, l'utopie, c'est la réalité de demain. Mais la réalité du Sénégal actuellement, c'est la crise de la bonne éducation, de la politesse, de la bonhomie, de la responsabilité, du respect de la parole qu'on donne. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Est-ce que vous comprenez les ingrédients qu'on a accumulés et qui nous ont conduits à ce stade? Ah oui, c'est très clair. Il faut d'abord comprendre que les essais de l'éducation, tenus en 2014, si ma mémoire est bonne, ont fait de très belles conclusions. Il y a au Sénégal une école qui n'est pas sénégalaise. Cette école est directement issue de la colonisation. Il n'y a pas eu de rupture. Ce qui fait que cette école est assise sur tout ce qui est passé colonial. On n'a pas décolonisé l'école. Et donc, parce qu'on n'a pas décolonisé, on n'a jamais su mettre en avant ce qui doit permettre une éducation véritable. Parce que justement, cette école coloniale a été créée pour faire de nous des indigènes, des vassaux, ou comme dit Alain Foucault, des gens dont l'esprit vise simplement l'imitation, à la répétition. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le mimétisme. Donc, on n'a pas suffisamment créé les conditions pour une bonne éducation. Une éducation fondée sur nos valeurs, une éducation à partir de nos langues nationales, une éducation en fonction de nos besoins. Et parce qu'on n'a pas décolonisé l'école, parce qu'on n'a pas décolonisé nos consciences, nous sommes dans une situation impossible. Parce que cette aliénation-là, qui s'est ancrée culturellement, elle demeure jusqu'à présent. Et c'est pourquoi nous n'avons pas de repère. C'est pourquoi nous ne savons pas quel est le chemin à suivre. Parce qu'on nous a tracé un chemin. Au lieu d'emprunter un chemin nouveau, nous sommes toujours sur le chemin qui nous a été tracé. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui de revenir à notre africanité, de revenir à notre sénégalité, de revenir à ce qui fait que nous sommes des Sénégalais imbus de valeurs, des descendants de Thierno Souleymane Baal, des descendants de Cheikh Anta Diop et de tous les grands marabouts qui ont évidemment mis en place des valeurs et des valeurs culturelles. Très bien. Une dernière question pour en revenir à Force 24. On vous a entendu dire également que votre mouvement est plus fort et plus puissant que le M23 qu'on a connu en 2012. Est-ce que vous pouvez, sur quelle base Oui, mais ce mouvement-là, d'abord, du point de vue, c'est vrai que du point de vue spatio-temporel, c'est difficile de comparer, mais aujourd'hui, le F24 compte une diversité de mouvements qui n'existait pas tout à fait au M23. Parce que la chance qu'on a eu au M23, c'est qu'on avait Benno Siggil Sénégal, je crois, qui était déjà constitué. Tous les partis étaient dedans. Ici, il s'agit d'une structuration différente. Il s'agit de partis politiques, il s'agit d'organisation de la société civile, d'organisation de villages, de mécaniciens, de locataires. Donc, cette organisation, elle est plus forte. Mais encore, on sait que les partis politiques d'aujourd'hui sont plus puissants que ceux d'il y a 10 ans, du point de vue organisationnel, du point de vue de la mobilisation. On a vu ce qui s'est passé depuis plusieurs mois. Il y a des combats de rue qui sont là. Mais il faut rompre avec cette affaire-là. Il faut rompre avec cette logique de confrontation. Et nous pensons que notre force que nous créons, qui n'est pas encore terminée, j'ai dit, nous voulons une force dissuasive. Elle sera plus forte que le M23. Parce que nous savons que les Sénégalais sont attachés aux valeurs. Nous savons que les Sénégalais sont attachés à la vérité. Et nous pensons, nous estimons, nous espérons qu'ils vont nous suivre dans la mobilisation. Et on va créer une très forte mobilisation. Et nous allons, j'ai dit, persuader les Sénégalais, dissuader M. Macky Sall et son clan. C'est ça. Et puis, on a vu beaucoup de vos amis en 2011-2012, dans le cadre du M23, qui sont devenus ministres conseils, etc. Vous, on ne vous a jamais consulté pour ça, ou bien ça ne vous intéresse pas?
Et écoutez, moi, quand je suis allé au M23, quand on a fini, j'ai dit, je ne suis ni candidat, ni demandeur, ni preneur à quoi que ce soit. Parce que ce que nous avons fait au 23, on l'a fait en tant que citoyen. Nous l'avons fait, nous ne pouvons pas réclamer de récompense pour ça. Nous sommes des citoyens, nous nous battons pour notre pays et nous portons le patriotisme en bandoulière et nous resterons des patriotes, des Sénégalais qui aimons notre pays et qui nous battons pour l'intérêt général. Et ceux qui sont allés de l'autre côté ne vous ont pas déçus? Ben écoute, ils ont suivi le chemin parce que dès la fin du M23, on a vu, il y a des gens, d'abord, c'est des partis. Donc c'est des gens qui sont dans un parti, l'APR, etc. Ils sont allés gouverner. Maintenant, c'est vrai que déjà à partir de 2015, on a commencé à les critiquer parce que nous, M23, nous avions dit on a le devoir de critique. On a dit il y a des ruptures à faire. Si on ne voit pas de rupture, on va critiquer. On a critiqué. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les ruptures que nous attendions. Ouais. C'est vrai que nous n'avons pas été satisfaits de ce qui a été fait. Bon, mais c'est leur destin, c'est leur chemin. Nous les reconnaissons le droit de faire ce qu'ils ont fait. D'accord. Merci beaucoup, M. Mamadou Mbodj, d'avoir répondu ce dimanche à l'invitation de E-Media, e-Radio et ITV, mais également les comptes rendus seront répercutés dans le journal Busby de ce lundi. Merci infiniment.